Alors, j'y suis allé donc pour Friday en tant que photographe. On a eu la chance d'être accrédité. J'étais le seul média étranger. Donc ça, c'était une belle fierté parce qu'on a été, pour le coup, super bien accueillis. Faut quand même le dire. Donc c'était une édition spéciale, hein, pour des raisons de pandémie évidemment. Ils n'ont pas voulu annuler une deuxième année, donc ils ont fait une édition spéciale dans le centre-ville de Cluj avec 9 scènes. Ah, donc 9 scènes réparties dans le centre-ville, donc 4 dans l'hypercentre et 4 ou 5 autres sur la petite colline en face. Donc dans le centre-ville, on avait la grosse scène qui regroupait 5000 personnes maximum, et donc d'autres petites scènes dans des lieux assez insolites comme la cour de l'université ou la cour du lycée réformé par exemple. Et donc ça, permet de découvrir des lieux qui sont pas ouverts au public d'habitude. Et là, c'était une programmation, on va dire, allez, à 80% roumaine et moldave. On va mettre les deux ensemble. Bienvenue sur le podcast de Haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Salut Quentin, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Super, merci. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? J'avais envie de vous parler plutôt de la Roumanie, de mes expériences en Roumanie. C'était une belle découverte, mais je vais en profiter un petit peu pour donner 2-3 petites choses sur la Serbie, parce que ça me tient aussi à cœur. Eh ben parfait, c'est à toi. Alors la Roumanie, c'était une belle découverte auquel je m'attendais pas forcément. Moi, je m'intéresse beaucoup aux Balkans depuis de très nombreuses années. C'est d'ailleurs, mes études universitaires étaient sur les pays de l'ex-Yougoslavie, donc je me sens vraiment proche de ces pays-là. Mais à cette occasion, j'ai pu petit à petit découvrir d'autres choses sur les pays limitrophes. Et à l'occasion de la saison France-Roumanie, il y a 2 ans, je crois, en 2019, il me semble que c'était ça, j'ai mené un projet scolaire avec des élèves de CM2 pendant toute une année. On a travaillé 2 fois par semaine sur la Roumanie pour vraiment faire un journal d'école spécial Roumanie. Dans le cadre de cette saison, c'était une belle occasion, une belle opportunité. Et je leur ai apporté pas mal de choses que je connaissais, notamment sur la musique, sur le rock roumain. Je connaissais déjà des choses. Et j'ai appris plein d'autres choses sur la culture, les traditions, l'histoire, vraiment plein de choses un peu insolites aussi. Et on a eu la chance de recevoir une pianiste roumaine que je connaissais, qui nous a parlé de plein d'autres choses aussi, et d'être reçu un peu plus tard à l'ambassade de Roumanie à Paris, par l'ambassadeur, pour parler de notre projet. Et ça m'a vraiment motivé à me dire là, ça y est, je me suis intéressé à ça. Maintenant, il faut que j'aille vraiment sur place pour découvrir ce que c'est la réalité du terrain en Roumanie. Donc, je suis parti à Bucarest. Voilà, c'était sur ma route pour la Serbie. Je me suis arrêté à Bucarest pendant 2 jours. Et je dois dire que j'ai été assez surpris par la ville de Bucarest en elle-même, loin de ce qu'on pourrait imaginer d'un point de vue, de ce qu'on peut imaginer en France. Il y a pas mal de clichés, d'idées reçues qui traînent sur la Roumanie. Et c'était d'ailleurs un peu le principe de la saison France-Roumanie, c'est de dépasser ces clichés. Et je me suis rendu compte sur place que tout ce qu'on peut entendre, c'est complètement faux, enfin en tout cas assez erroné. J'ai trouvé que c'était une ville charmante, vraiment, avec un centre-ville historique vraiment accueillant. J'ai eu la chance de visiter alors qu'il n'y avait pas grand monde, donc c'était une belle chance quand même. Et bien sûr, un endroit assez typique de l'histoire de la Roumanie, le quartier du Parlement, le quartier communiste, qui est là, effectivement, c'est du béton brut, faut pas se le cacher. C'est des grandes avenues, c'est très carré, mais quand on prend le temps de visiter, on découvre des petites choses assez insolites. Et j'ai bien aimé ce parallèle, un peu entre la ville historique en béton et le centre-ville vraiment bien plus, comment dire,
bien plus vieux, avec ces maisons qui peuvent rappeler un peu l'ancien Paris, enfin ces petites choses-là. Et ça, c'était une très belle découverte, vraiment, et un bel accueil des gens, surtout sur place. Le fait d'être français, ça leur plaît. Il y a une vraie francophonie, et ça m'a vraiment plu à Bucarest. Voilà, c'était une très très belle opportunité d'y aller. Et j'ai su retourner il y a quelques jours dans le nord, cette fois-ci à Cluj-Napoca, et c'était quelque chose de totalement différent de Bucarest. Donc là, on était en Transylvanie, et j'ai trouvé le rythme de vie totalement différent, plus posé, voilà, plus calme. Les gens ont un autre rythme, et c'est un des autres paysages, d'autres choses. Et franchement, c'était une belle immersion que je ne compte pas m'arrêter là. Je compte découvrir la Roumanie un peu plus en détail lors de prochains voyages. Alors, qu'est-ce que tu as pu visiter à Bucarest, justement? Quel lieu t'as pu visiter sur place? Alors, j'y suis resté que 2 jours, enfin un week-end, et manque de bol, je suis tombé pendant les Pâques orthodoxes, donc pas mal de choses étaient fermées, malheureusement. Mais j'ai quand même eu quelques belles surprises, et je crois que la première surprise, c'est l'Athénée roumain. C'est une salle de spectacle, enfin de concert, qui est dans le centre historique, qui date de la fin du 19e siècle, en plus bâtie par un Français. C'est vraiment une salle néoclassique, vraiment magnifique, qu'on peut visiter gratuitement. En fait, il suffit de pousser la porte, et là on est lâché dans le hall, on monte les escaliers et on se retrouve dans cette salle circulaire complètement, enfin incroyable, avec une fresque gigantesque autour, vraiment une acoustique incroyable. C'est vraiment une salle qui a une des plus belles acoustiques au monde. Et, les artistes du monde entier se pressent, enfin des artistes classiques du monde entier se pressent dans cette salle chaque année pour faire des représentations, et pour le festival aussi Enesco, qui est vraiment très très connu. Voilà, c'est vraiment un lieu je m'attendais pas à le visiter, honnêtement. Je pensais que ça se visitait pas, et j'étais vraiment charmé par ce lieu que je recommande chaudement. Vraiment, c'est une part d'histoire, un symbole de la ville aussi, qui est représenté sur les billets. Donc vraiment, ça, c'était un vrai coup de cœur. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup visiter les églises orthodoxes aussi en Roumanie et en Serbie, parce qu'il y a, voilà, il y a une architecture, enfin à l'intérieur, c'est juste incroyable, quoi. Qu'on soit croyant ou pas, en fait, c'est même pas ça. C'est que je sais pas, la décoration, tout ça, c'est juste, on ne peut que lever les yeux et regarder. Je trouve c'est ça qui est magnifique. Voilà, ça c'était vraiment des belles choses que j'aime voir. Et peut-être un troisième chose, ça c'était une des petites surprises aussi, dans le quartier du Parlement, dans le quartier communiste, hein, au milieu des barres d'immeubles, vraiment des grandes barres d'immeubles en béton brut. En me baladant un petit peu dans ce quartier, je suis tombé sur un petit monastère orthodoxe entre 2 barres d'immeubles, vraiment. C'est-à-dire que si on le sait pas, on le voit pas. Et je suis tombé au tout début de l'office. Donc il y avait le pop qui était là, il y avait toute l'ambiance qu'elle allait avec ce petit jardin, ces petites choses. Et ça, c'est vraiment un lieu qui m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai pas l'adresse en tête, hein. Si les gens sont intéressés, je pourrais la retrouver. C'est un petit monastère orthodoxe voilà, planqué entre 2 barres d'immeubles, et je trouve que ça représente bien aussi le paradoxe de Bucarest. Et donc après ce premier voyage en Roumanie, t'es passé par la Serbie, c'est ça? Ouais, je suis allé tout de suite à Belgrade. J'en ai profité pour rester beaucoup plus longtemps à Belgrade, parce que c'était mon objectif premier. Et là, c'est pareil, c'est une ville qui, de premier abord, si on s'intéresse pas un peu à l'histoire de cette ville, de ces pays, on se dit, mais c'est quoi cette ville, c'est quoi cette architecture? Il y a rien qui va ensemble, c'est complètement déstructuré. Enfin voilà. Alors que, en fait, il y a la ville et les murs, tout ce qu'on voit, tous les bâtiments, ça porte vraiment l'histoire complète de ce pays, et de toutes les invasions qu'il y a pu y avoir de plein de peuples au gré de l'histoire. Et ça, c'est une ville qui m'a plu aussi, vraiment. Cette diversité voilà, de paysages d'un quartier, de paysages, d'architecture d'un quartier, d'une rue à l'autre. Ça, c'était des belles choses. Et donc tu vas où quand tu vas à Belgrade? Je vais où? Je vais comme tout le monde, hein, dans le quartier purement historique, quoi, le quartier piétonnier, vraiment, voilà, où il y a l'ambassade de France, les grandes avenues, et puis le parc, hein, Kalemegdan, qui est un peu le passage obligé, avec une vue aussi sur la ville. Ça, c'est assez intéressant. Il y a quelque chose que j'ai fait aussi qui était pareil, pas prévu. J'ai visité le complexe royal. Ils appellent ça le complexe royal. C'est en fait, on visite les 2 palais de la famille royale serbe.
En fait, ils habitent encore là-dedans, mais on peut visiter. Des fois, ils sont là, ils viennent accueillir les touristes. Des fois, c'est assez insolite. Et donc, c'est des visites guidées qui coûtent rien. En fait, il faut juste aller à l'office du tourisme et on visite ces résidences et on découvre des pièces assez incroyables, notamment l'ancienne résidence de Tito. Et on découvre son cinéma privé, on découvre une salle de billard, mais avec une architecture, je n'ai absolument jamais vu ça, mais vraiment. Et c'est assez intéressant à faire, ça coûte rien. Quand on a la chance d'avoir un guide passionné et passionnant, il nous fait découvrir plein de choses. C'était vraiment une belle opportunité. Donc pour ceux qu'on s'intéresse aux familles royales ou pas d'ailleurs, hein, pour l'architecture et l'histoire du pays, je trouve que c'était une belle opportunité. Alors, durant ce voyage, quels ont été tes 3 coups de cœur? À Belgrade, c'était essentiellement ça en fait. C'était essentiellement ça. Voilà. Après, je peux pas dire que j'ai eu des coups de cœur. J'ai aimé en fait la ville globalement. J'aurais du mal à trouver un lieu plus qu'un autre. Ça, c'était un coup de cœur dans le sens où c'était inattendu. Voilà, c'est quelque chose que j'avais pas prévu du tout, que je ne savais pas que ça existait. Donc on peut dire que c'est un coup de cœur parce que je regrette pas du tout de l'avoir fait. Est-ce que tu avais une routine particulière ou quand t'es en voyage même, est-ce que tu as une routine particulière? J'ai pas de routine particulière, si ce n'est que j'aime beaucoup me déplacer à pied. Je prends le moins possible les transports en commun, sauf pour vraiment faire des longues distances, je peux prendre le métro ou le bus, mais j'essaie au maximum de découvrir la ville à pied. Quitte à marcher une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, moi ça m'est égal, ça fait un peu vacances quand même. Ça me permet vraiment de prendre le temps de découvrir des lieux qu'on verrait pas, voilà, en bus ou en voiture ou quoi. Et ça me rappelle une petite anecdote assez marrante. Enfin, sur le moment, j'ai moins rigolé quand même. En me rendant au musée d'histoire de la Yougoslavie, qui est très intéressant, on peut voir le mausolée de Tito notamment. J'ai voulu faire le malin. Il me dit, c'est pas compliqué, je vais y aller à pied de chez moi jusqu'à là-bas. C'est pas très long, je vais tout découvrir. Et en fait, je me suis complètement planté de rue, en fait, arrivé sur la colline. Au lieu de prendre la première à gauche, j'ai dû prendre la deuxième. Et j'ai marché jusqu'à temps que je me rende compte que ça faisait quand même très longtemps que je marchais quand même. Et je me suis retrouvé complètement derrière le musée, dans le quartier résidentiel, avec toutes les ambassades, les résidences d'ambassadeurs, la résidence du président de la République. Et c'était des super belles maisons, en fait, qu'on voit pas du coup, parce qu'on n'y passe pas dans cette rue-là en général. Hein. Enfin, on n'y passe pas en tant que touriste. Et ça, je l'aurais pas vu si je l'avais pas fait à pied. J'avoue que c'était assez sympa. On découvre des choses comme ça à pied, des petites rues, des petites choses, et on s'engouffre et on va voir. Et des fois, on tombe sur des choses quand même qui sont pas marquées dans les guides et qui sont sympas. Et t'as toujours ton appareil photo à la main? Non, ça je l'emmène pas en voyage, enfin très rarement. Là, je fais avec mon téléphone, tout bêtement. Est-ce que t'as des lieux de sortie ou des festivals à nous conseiller, que ce soit en Roumanie ou en Serbie? Ah oui, il y a plein de choses intéressantes dans ces pays-là. Hein. Je les ai pas tous faits, mais en Serbie, forcément, le festival Exit, ça fait partie des gros événements du pays que j'aimerais beaucoup faire une année quand même. Surtout, voilà, à Novi Sad. Sauf que ça se passe sur donc, la forteresse qui donne sur le Danube. Donc rien que pour le lieu, déjà, je pense que ça vaut le coup. Quand on connaît le lieu, on sait qu'avec un festival, ça va être encore mieux. Parce que la ville de Novi Sad est déjà sympa de base. En Roumanie, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Forcément, Electric Castle, puisque j'en reviens. Voilà, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est vraiment un festival, je peux dire géant, parce que sur le site historique, donc à Bantsida, c'est 170 000, 180 000 personnes qui viennent pendant 5 jours, avec une scène gigantesque, des pointures de stature internationale, vraiment. Et là, on a pu le vivre dans la ville de Cluj, exceptionnellement. Et c'est un festival avec je trouve une image de marque qui fonctionne vraiment au niveau de la communication. Ça tout passe par la vidéo. Il y a plein de choses, il y a plein de rencontres artistiques, il y a des très bons artistes. Le son est bon, très fort, mais bon. Il y a une vraie proximité. Enfin, il y avait cette année une vraie proximité avec les artistes. Donc c'est vraiment un gros festival que je recommande, qui fait partie des meilleurs festivals européens d'ailleurs. Hein, donc c'est pas une surprise. Hein, il y a beaucoup d'étrangers qui vont. J'y ai croisé des Français cette année. Donc c'est vraiment un super festival. Et dans un autre style, plus rural, on va dire, enfin plus rural, c'est un très gros festival, c'est le Brezoï Blues Festival, qui se passe dans la campagne roumaine à, je crois, quelque chose comme 2 heures ou 3 heures de route de Bucarest, au nord-ouest, au fin fond de la campagne. Et c'est un festival de blues vraiment incroyable. Ils font venir des artistes, les meilleurs bluesmen du monde, pendant une semaine, sur des scènes vraiment pareil, avec une vraie proximité. Et ça, c'est un festival que je rêve de faire et que je conseille pour tous les fans de blues. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de blues français qui y vont aussi, parce qu'on y trouve des artistes qui ne passent pas en France. Donc ça c'est un truc à faire pour les fans de blues.
on peut y foncer, quoi. Alors on va parler un peu plus justement du Electric Castle. Donc tu y étais il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait sur place? Quels artistes tu as vus et cetera? Alors, j'y suis allé donc pour Friday en tant que photographe. On a eu la chance d'être accrédité. J'étais le seul média étranger. Donc ça, c'était une belle fierté parce qu'on a été, pour le coup, super bien accueillis. Faut quand même le dire. Donc c'était une édition spéciale hein, pour des raisons de pandémie évidemment. Ils n'ont pas voulu annuler une deuxième année, donc ils ont fait une édition spéciale dans le centre-ville de Cluj avec 9 scènes. Ah, donc 9 scènes réparties dans le centre-ville, donc 4 dans l'hypercentre et 4 ou 5 autres sur la petite colline en face. Donc dans le centre-ville, on avait la grosse scène qui regroupait 5000 personnes maximum, et donc d'autres petites scènes dans des lieux assez insolites comme la cour de l'université ou la cour du lycée réformé par exemple. Donc ça, permet de découvrir des lieux qui ne sont pas ouverts au public d'habitude. Et là, c'était une programmation, on va dire, allez, à 80% roumaine et moldave, on va mettre les deux ensemble, avec quelques têtes d'affiches internationales, mais qui quand même sont cotées. Hein. On parle d'Asaf Avidan, Aurora, par exemple. Et puis il y avait des rappeurs aussi. Et donc là, c'était vraiment un beau, très beau festival, une très belle édition, 180 000 personnes sur une semaine. Des familles, vraiment, il y avait vraiment tous les âges et ça faisait vraiment un festival d'été familial dans le centre-ville avec plein de groupes intéressants. Je pense que ce serait très long d'évoquer tout ce que j'ai pu voir. J'en ai photographié 45. Donc c'était en une semaine, donc ça fait quand même beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler bientôt sur le site d'un peu de tout ça, mais il y a eu vraiment des super groupes roumains. Les meilleurs groupes roumains, en gros, et moldaves étaient là. Et ça, c'était rien que pour ça, ça valait le coup, quoi. Pour une somme dérisoire, faut quand même le dire aussi. Hein. Oui, je crois que pour le public, ça coûtait vraiment pas cher. Oui. L'article sera sorti même hein, au moment où on publiera le podcast. Tu couvres aussi le Jazzy Colors tous les ans à Paris. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce festival ? Alors, c'est un festival qui est organisé par le FICEP, donc ce qui est la coordination des centres culturels étrangers de Paris. Donc moi, c'est un festival que je connais depuis quasiment la première édition, première ou deuxième. Donc c'était une évidence pour moi de proposer chez Friday de faire un partenariat avec eux. Donc on a un partenariat depuis, je crois, maintenant 3 ans, il me semble, un truc comme ça. Et donc ça, c'est un festival qui est très intéressant pour nous puisqu'il met en avant les talents européens du jazz, pas seulement est-européens, mais européens globalement. Et ça se passe dans les centres culturels étrangers à Paris ou dans les ambassades directement. Et ça nous permet de découvrir des artistes qui ne passent pas forcément en France, hein, qui sont connus dans leur pays, voire très très connus dans leur pays, mais qui ne font pas forcément de concerts en France. Voilà. Donc ça, c'est des ministères à chaque fois de la culture dans les pays qui sélectionnent les groupes. Donc ça dure 1 mois avec plusieurs concerts par jour. Et ça, c'est vrai que on a toujours fait des belles découvertes dans ce festival. Ouais. Ne serait-ce que pour découvrir des lieux, des ambassades auxquelles on rentre pas forcément. Pour ça, c'est vraiment top. Donc vous pourrez retrouver au mois de novembre. Du coup, c'est bien ça, hein, c'est en novembre ? C'est en novembre. Alors pour l'instant, on n'a pas encore d'informations sur la prochaine édition. L'année dernière, c'était compliqué, tout s'est fait en visio, enfin en virtuel. Cette année, on espère pouvoir retrouver les concerts physiquement dans les lieux. Voilà, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'infos. Bon, en tout cas, dès qu'on aura les infos, on vous les mettra sur les réseaux sociaux de AID et sur le site. On va revenir un peu sur tes voyages. Est-ce que ça t'arrive de rencontrer des locaux quand tu voyages ? Et est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué ? Oui, forcément, je rencontre des locaux. Après, moi, je suis toujours un peu dans le mode, je vais pas dire, je marche beaucoup, je veux voir beaucoup tout ce que je veux faire. Je marche vite, voilà, j'ai un peu mon rythme. Je prends pas forcément le temps d'aller voir beaucoup les locaux. Mais ouais, il y a des petites choses. Là, c'est vrai qu'à Cluj, j'ai rencontré des photographes. Notamment un avec qui j'ai pas mal discuté. Il m'a parlé de certains groupes, certaines choses, et on a échangé sur la manière de faire des photos de concerts en France et en Roumanie. Et c'était assez intéressant pour le coup de découvrir qu'on fait le même métier mais de 2 manières différentes. Ça, c'était une belle rencontre. Ouais. Après, je sais pas, il y a d'autres choses, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup de le dire parce que je pense qu'il y a des petits dossiers quand même. On va garder ça secret alors. Vladimir, si tu nous entends, hein, tu te souviens de la soirée à Belgrade. Je m'en souviens bien de cette soirée à Belgrade où tu m'avais emmené boire de la rakia et faire de la musique chez tes copains, et ça, c'était quand même cool. Donc parce que du coup, tu travailles dans une école et aussi à côté, t'es photographe professionnel ?
Ouais, parce que j'ai la chance de faire ce métier de photographe professionnel de musique, sauf que c'est très difficile d'en vivre à 100%. Donc comme on a tous un loyer à payer et tout ça, il faut assurer le coup. Donc ouais, je travaille dans un établissement scolaire privé. Je travaille avec des primaires et des collèges au quotidien, mais avec une direction qui me permet une flexibilité pour pouvoir faire mes photos et de partir quand j'ai besoin en reportage et tout ça. Et ça, c'est vraiment top. Et du coup, tu fais beaucoup de photos de concerts, de live, de festivals. Ouais, je fais que ça. Je veux pas dire tous les jours, hein, mais ouais, c'est plusieurs fois par semaine. Là, en septembre, tous les week-ends, je serai barré en festival. Et moi, j'aime cette ambiance-là aussi de festival, de courir de scène en scène, parce qu'il y a un concert qui commence, on a 3 morceaux, faut pas rater le début, donc courir, tout ça. J'adore cette adrénaline-là aussi. Ça, j'aime beaucoup ça. Du coup, on va revenir un peu sur la Roumanie et la Serbie. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui souhaiterait partir dans ces pays? De se laisser porter par le rythme de la ville, que ce soit en Roumanie ou en Serbie. Voilà, se laisser porter par la ville, par les gens, par les rues, se laisser faire, découvrir des rues, pas forcément avoir un planning hyper précis de ce qu'on veut faire et voilà, avoir confiance dans les gens parce qu'on s'y sent bien. Moi, je me suis toujours senti en sécurité dans ces pays-là. On peut dire tout ce qu'on veut, franchement, même le soir, j'ai jamais eu de soucis. Alors Belgrade à 2h du matin, j'ai jamais expérimenté, mais même là à Cluj, tard le soir, je veux dire avec du matériel photo, etc. J'avais aucune crainte en fait. Voilà, globalement, on se balade dans les rues, il y a du monde, on sent pas d'agressivité, d'animosité envers les touristes, voilà, on n'est pas là comme à Paris à vérifier son sac, on a bien son téléphone dans la poche, etc. Dans le métro et tout ça. Là-bas, je me suis toujours senti en sécurité, donc ça, c'est vrai que c'est important. Parce que les gens ont souvent des a priori sur les pays qu'on dit de l'Est. C'est pour ça que j'aime pas dire pays de l'Est, parce que c'est quelque chose d'assez connoté. Malheureusement, je préfère dire pays est européen. Et malheureusement, c'est dommage parce que voilà, c'est des lieux des pays qui sont très ouverts aux touristes, qui en ont besoin, qui nous accueillent avec vraiment avec le cœur. Donc si j'ai un conseil, c'est vraiment ça, c'est de se laisser porter par les bonnes ondes, par les gens, par la ville et voilà, de découvrir ça et pour vraiment découvrir l'âme vraiment des villes, quoi. Oui, ouais, je voulais rajouter du coup, pour avoir eu l'expérience de rentrer vers 4-5 heures du mat de Splavovi, de Belgrade ou ce genre d'expérience, pareil, j'ai jamais eu de peur ou enfin pendant la nuit en tout cas, jamais eu de peur de l'insécurité en tout cas. Voilà. Alors qu'on pourrait se dire, c'est un festival, enfin c'est des festivals, il y a des milliers de personnes, ça peut attiser aussi la convoitise de gens qui peuvent, voilà. Après, c'est comme partout, il y en a, ça peut arriver, mais c'est pas comme à Paris. On sait qu'à Paris, si tu fais pas attention à ton truc, on te le vole. Là, je trouve qu'il y a un sentiment de sécurité qui est agréable. Ça, c'est vrai. Tu rentres, donc il y a quelques jours, tu es rentré de Roumanie. Est-ce que tu as d'autres projets de voyage à l'avenir et dans quel pays? Oui, tous les ans, moi, c'est partir dans les Balkans tous les ans, hein, autant que faire se peut. Donc, j'aimerais beaucoup retourner, refaire un petit trip l'année prochaine sur Belgrade, Sarajevo, Novi Sad, parce que Novi Sad, il va se passer des belles choses pour la capitale européenne de la culture, faut pas l'oublier, qui devait se faire cette année, mais qui est reporté à l'année prochaine. Donc, il y aura beaucoup de choses. Donc, voilà. Après, j'aimerais retourner éventuellement à Bucarest l'été. Parce que moi, je l'ai fait au printemps, donc là, j'aimerais le faire l'été avec plus de monde. Mais dans les projets vraiment de villes que je ne connais pas, j'aimerais évidemment, en Roumanie, aller découvrir un peu plus l'arrière-pays, sortir vraiment de la capitale, et j'aimerais beaucoup découvrir Timișoara. Et dans un second temps, peut-être Brasov et Sibiu. Mais c'est vrai que Timișoara, ça m'attire beaucoup, vraiment. Mais sinon, je pense aussi à Skopje, en Macédoine du Nord, qui m'intéresse beaucoup. Et plus au nord, sortir un peu des Balkans. Je comptais aller à Tallinn l'année dernière, mais le voyage a été annulé à cause du Covid, évidemment. Et ça, c'est une ville que j'aimerais beaucoup faire aussi, ouais. Et comment tu prépares tes voyages? Comme tout le monde, un guide, internet, les blogs, et voilà. J'essaie de voir un peu quels sont les lieux, les monuments, voilà, les musées les plus intéressants. Parce qu'il y a des passages obligés dans chaque ville, hein, on joue les touristes forcément, et puis voir aussi des choses un peu, comme on dit, hors des sentiers battus, quoi, des choses plus conseillées par des locaux mais qui sont pas forcément marquées dans les guides, aller voir des petites choses, voilà, qui nous passionnent aussi. En tant que passionné des Balkans, on va s'intéresser à des choses un peu différentes de ce que pourrait s'intéresser des touristes entre guillemets lambda. Et moi qui m'intéresse beaucoup à la musique balkanique, notamment à la musique traditionnelle bosnienne, tout ça, forcément, c'est le genre de choses que j'ai envie d'aller creuser en allant là-bas, quoi.
aller rencontrer des musiciens, aller voir des concerts d'artistes locaux. Voilà, ça c'est des choses que j'aime bien, donc je le prépare forcément parce que ça se prépare. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos? Oh, bah rien de très original, un guide forcément, un peu de monnaie locale forcément aussi. Et puis des fois j'emmène des trucs un peu insolites. Là à Cluj, j'ai emmené une photo d'art d'Asaf Avidan que j'avais faite de lui il y a quelques semaines et je me suis dit je vais le voir à Cluj, donc je vais lui demander de la signer. Donc ça c'était un peu original, mais voilà, non, après rien de bien original, hein. Du coup, donc tu prends des photos avec ton téléphone, mais t'as aussi quand tu fais des concerts, donc tu prends des photos avec tes appareils photo. Bien sûr, j'ai mon matériel, ouais. Ouais. Et est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux sociaux où tu mets ces photos? J'ai mon Instagram professionnel, ouais, Quentin Prod photo au pluriel. Voilà, je mets pas mal de photos, voilà, tout simplement. Et puis Donc sur là, mon c'est site internet aussi, ouais. plus photos d'artistes Et que tu fais photo en musique, studio. voilà, photo musique sur scène, mais aussi en coulisses, en studio. Ça peut être des portraits d'artistes aussi, plus posés, voilà. Essentiellement, c'est ça, ouais. Si je te dis le mot AID, ça te fait penser à quoi? Ça donne, ouais, ça donne envie d'aller de l'avant. C'est pas très original, parce que beaucoup disent ça. Moi, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'interviews d'artistes pour Haïdé et pour, voilà, oui, d'artistes pour Haïdé des pays est-européens. Et en posant cette question-là, c'est vrai que c'est ce qui revient souvent. Ça donne envie d'aller de l'avant. Et je me souviens de la réflexion de Boyan Z qui me disait, ça donne envie d'aller vers de meilleurs demain. Voilà, et je crois que ça résume bien, en fait, ouais. C'est positif, c'est chantant, c'est positif, ça donne envie d'y aller, quoi. Donc tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est. Comment elle est venue cette passion? J'en sais rien. Je pense que là, tu peux couper. J'en sais rien, à vrai dire. Voilà, quand on me pose la question, je suis incapable de répondre d'où me vient cette passion pour les Balkans. J'ai beau chercher, je sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un déclenchement parce que j'ai vu un film ou un truc qui m'a... Je ne sais pas. C'est une éternelle question. Et je pense que plus je m'y intéresse, plus je me passionne encore plus. Voilà. Maintenant, le point de départ, j'en suis incapable de le dire. Bah ça me va aussi, t'inquiète pas. De toute façon, t'auras pas mieux, faudra te contenter de ça. J'ai pas mieux comme réponse. Donc ça fait quelques années que t'es rédacteur pour AID. Est-ce qu'il y a un article que t'as particulièrement aimé ou dont t'es particulièrement fier? Fier, je sais pas, mais j'ai beaucoup aimé travailler sur le rock roumain, l'article sur l'histoire du rock roumain. Je connaissais déjà un certain nombre de groupes de rock roumain. Et là, je me suis un peu plus plongé là-dedans. J'en ai découvert d'autres. J'ai découvert l'histoire aussi qui va derrière et qui est liée aussi à l'histoire du pays. Et ça, c'était assez passionnant. Même si c'est pas exhaustif, c'était quand même passionnant de bosser là-dessus, vraiment. Mais c'est surtout que je suis fier de pouvoir partager aussi, d'avoir cette liberté que tu me donnes de partager mes redécouvertes et mes coups de cœur musicaux, puisque j'écoute énormément de musique, essentiellement rock, mais pas que, des Balkans. Et dès que je trouve un truc intéressant, je me dis tiens, ça j'ai envie de le partager, d'aller donner envie aux gens d'aller écouter. Et ça c'est une vraie fierté aussi. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller à Electric Castle, parce qu'un certain nombre de groupes dont on a parlé étaient sur scène là-bas. Donc c'était vachement intéressant d'en avoir parlé et de les voir maintenant sur scène. Ce sera la seule fois de ma vie, donc j'étais content. Et ça, c'est une fierté, ouais, de pouvoir parler de tous ces coups de cœur là et de tout ce que je trouve. Et encore, je parle pas de tout, mais ça, c'est une vraie fierté, ouais. Et Jazzy Colors aussi, parce que ça, c'est une belle expérience. Ouais, puis ce qui est fou, c'est que c'est des groupes dont on n'entend jamais parler dans l'Ouest, mais c'est des groupes qui remplissent des salles, qui remplissent des stades en Europe de l'Est. Ah, carrément, dans leur pays, ce sont des rockstars. Je pense notamment à Vicha Deville ou Alternosfera, par exemple. C'est des stars locales, c'est des rockstars locales. Et ça, personne ne connaît ça chez nous. Mais c'est vrai que c'est difficilement accessible pour nous si on n'a pas la curiosité d'aller aussi écouter. Ils chantent pas en anglais, donc forcément, ça n'aide pas. Mais faut oser, voilà, faut oser. La langue roumaine est une langue très musicale. Je trouve il y a une très très belle musicalité. Il y a des belles mélodies, il y a des belles choses et ça vaut le coup d'aller s'y pencher, même si on comprend pas en fait les paroles. Moi, je les comprends pas. C'est une langue qui ressemble aussi au français parce qu'il y a des mots transparents, mais dans une chanson, on comprend pas forcément les textes, mais on se laisse porter par ces mélodies, par cette musicalité et c'est pareil pour le serbo-croate. Hein, c'est peut-être un peu moins musical, mais j'aime beaucoup parce que ça fait voyager aussi. Je trouve faut avoir cette curiosité aussi quand on va visiter un pays, d'aller aussi voir la culture locale. Je sais que moi, quand j'écoute de la musique traditionnelle bosniaque, la sevda, ça me calme. Je me mets ça, tu vois, le soir et ça m'apaise. Je pense à des artistes comme Damir Imamovic ou Amira Medodjanin, Bojo Vlečo, par exemple. Tout ça
ça apaise. On comprend pas forcément les paroles, mais on ressent des émotions. Et ça fait, c'est assez important, je trouve. Voilà, je divague un peu sur autre chose, mais c'est vrai que c'est important quand on se plonge dans l'histoire et dans la culture d'un pays. La musique, c'est important aussi. Et comment t'en es venu à t'intéresser à ces groupes au tout départ? Pareil, j'en sais rien. Je sais, je suis chiant là-dessus, mais j'en sais rien. Non, mais forcément, quand on s'intéresse à l'histoire, on tombe sur le nom d'un groupe, tiens, hop, on va écouter. Après, on va aller écouter un autre groupe parce qu'on a vu passer telle et telle chose, une vidéo sur YouTube, etc., etc. Et puis voilà, on va écouter ensuite les albums. Et puis quand je vais là-bas, je vais dans les magasins de disques aussi. Des fois, j'en ramène parce qu'on les trouve pas chez nous, c'est moins cher là-bas, donc je les ramène. Et c'est toujours intéressant d'aller découvrir des nouveaux groupes tout le temps. Et il y a des groupes que j'écoute très souvent, des groupes d'ex-Yougoslavie notamment, que j'écoute très souvent. Et voilà, ça fait partie aussi de cette passion. Il n'y a pas que l'histoire aussi, il y a vraiment ces traditions. Et voilà. C'est ce que je voulais te demander justement, comment tu fais pour découvrir des nouveaux groupes en dehors des mails aussi qu'on peut recevoir des fois de certains labels, de certaines maisons de disques. J'ai découvert beaucoup plus de groupes en dehors de ces mails-là, évidemment, parce que ces mails-là, c'est des groupes peut-être un peu moins connus. Du coup, on les connaît moins de base, il y a moins de médias déjà dessus, donc on fait des belles découvertes aussi, ça c'est vrai, on en a fait. Mais globalement, je vais voir en fait des vidéos, des clips sur YouTube, et puis forcément, ça te ramène à d'autres idées, ça te propose d'autres vidéos, etc. Et puis, oui, c'est essentiellement ça, en fait. Puis sur Deezer, on te propose aussi des fois des choses, des propositions d'autres groupes qui peuvent ressembler, etc. Donc, on fait des belles découvertes, honnêtement. Il y a vraiment des groupes qui me plaisent beaucoup. Faut les faire venir jouer en France maintenant. Le problème, c'est le public. C'est le public. Il n'y a pas forcément une assez grosse communauté pour à chaque fois faire venir ces groupes-là. Et puis ils viennent pas jouer. Je sais qu'Alternosfera va venir jouer en Angleterre. Donc je pense pour la diaspora moldave et roumaine. Mais sinon, c'est compliqué de les faire venir, je pense. C'est vrai que la Roumanie, il y a une grosse communauté. C'est très multiculturel comme la Serbie, mais à Cluj en particulier, il y a une grosse communauté hongroise. Donc on va voir aussi pas mal de groupes hongrois qui vont venir jouer en Roumanie. Je pense à Carson Coma par exemple qui a joué au Electric Castle. Mais sinon c'est compliqué de faire venir ces groupes-là en France, je pense, pour cette raison-là. Ils sont assez en cercle fermé, puis la Roumanie est très fermée, c'est le seul pays latin autour de pays slaves, et donc c'est compliqué pour eux de s'exporter, quoi. Ouais. Du coup on arrive sur la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire ? Oui, je pourrais faire une recommandation sur la Serbie, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Du coup, je recommande la ville de Novi Sad, vraiment, l'année prochaine. Si vous voulez aller en vacances en Serbie, allez à Belgrade, mais surtout allez à Novi Sad. C'est à 1 heure, même pas, de Belgrade. Et Novi Sad sera capitale européenne de la culture en 2022. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements qui se profilent. C'est déjà une ville qui, sans être capitale européenne de la culture, c'est déjà une ville qui bouge beaucoup l'année. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent au niveau culturel. Donc là, avec cette capitale européenne de la culture, il y a beaucoup, beaucoup de choses. L'Institut français travaille dessus aussi. Voilà, ils n'ont pas encore dévoilé la programmation, mais ça va vraiment être une belle ville, plein de festivités. Donc ça, je le recommande chaudement. Évidemment, Electric Castle. Je pense qu'on y retournera l'année prochaine. Et du coup, le Exit Festival aussi à Novi Sad. Voilà, ouais. Il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses, c'est dingue. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et AID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt!